Bonjour à tous, bienvenue dans la saison 2. Ça m'a pris d'un coup là comme ça. Donc saison 2 en 6 épisodes. Et ça va tourner autour de la bibliothèque de Virilia. Alors c'est un peu complexe, en gros c'est autour du fait d'exprimer son ressenti, voilà. C'est un lieu imaginaire que j'ai créé. C'est un lieu des Gémeaux, donc en gros du signe des Gémeaux. Ce lieu met en avant plus particulièrement l'expressivité, qui est le fait d'expliquer clairement ce que l'on pense ou ressent. Donc ce sera 6 épisodes globalement là-dessus, avec toujours 3 parties. Donc les 3 parties du jour: raconte une phrase qu'on t'a dite et que tu n'as jamais oubliée. La seconde, pourquoi certaines paroles laissent une trace plus profonde que les actes. Et troisième, as-tu déjà senti qu'une phrase t'était transmise de là-haut, comme une clé ou un message. On est parti pour la première partie. Donc, oui, il n'y a qu'une seule... je l'ai pas dit, mais bon, vous en êtes rendu compte, il n'y a plus qu'une seule phrase ou une seule question par partie. C'est plus clair, c'est plus net, on verra si j'arrive à broder autour, et les épisodes seront du coup normalement aussi un peu plus courts, parce que bon, quasiment 2 heures à un moment donné, comme on dit, il faudrait aller se faire foutre. Alors, on est parti avec la première donc. Raconte une phrase qu'on t'a dite et que tu n'as jamais oubliée. Que je n'ai jamais oubliée. Alors c'est une phrase que je me suis... C'est une phrase que je me suis dite il y a pas mal d'années, que j'ai beaucoup répétée dans ma vie. Aujourd'hui, je le répète moins, mais quand l'occasion se présente, je n'hésite pas à la sortir. Donc c'est pas une phrase qu'on m'a dite vraiment, mais quoique, peut-être que si, je me rappelle plus. C'est qu'en fait, je me suis toujours dit, voilà, la phrase déjà ça commence comme ça, je me suis toujours dit que dans ma vie, je préfère avoir des remords que des regrets. Voilà, point. Donc faudrait que je vérifie ce que sont des remords par rapport à des regrets, mais en fait, moi je considère que des regrets, ce sont des choses que je n'ai pas faites et que j'aurais aimé faire. Et des remords, ce sont des choses que j'ai faites, mais après coup, je me suis dit, j'aurais peut-être mieux fait de pas le faire. Donc cette phrase-là, c'est que du coup, je préfère évidemment faire les choses et au pire regretter. Du coup, on dit regretter, c'est chiant, mais avoir des remords plutôt que ne pas le faire et toute ma vie potentiellement me dire « Oh putain, j'aurais dû, oui, pourquoi je le fais toujours pas, je devrais, ça c'est sûr. » Et au-delà de ça, parce que du coup c'était... en fait, la phrase en soi a une suite, c'est que... Donc, je préfère avoir des remords que des regrets dans ma vie, et je n'ai aucun regret dans ma vie, si ce n'est un, c'est de ne pas avoir rencontré, pour de vrai, donc face à face, une certaine personne avec qui j'ai eu une relation pendant 2 ans à distance. On a essayé de se rencontrer et vraiment le destin a dit non. Moi il m'est arrivé des merdes, j'ai pas pu aller le rencontrer parce que je voulais à un moment donné aller... tiens, je peux parler de ça. Du coup, je peux parler de ça. En gros, sans rentrer trop dans les détails parce que ça reste quand même personnel. Alors moi en soi je peux en parler, mais ça incombe une autre personne, donc je vais éviter de trop en parler quand même. Mais globalement, on va l'appeler comment ? On va l'appeler Jean. Voilà, histoire de changer un peu, on va l'appeler Jean. Alors donc Jean, voilà. Donc j'ai rencontré Jean. Ça va être chiant si je dis les gens du coup. Non, je vais enlever. Je vais dire comment, je vais l'appeler comment. Paul. Voilà, Paul. Vraiment, on prend les mêmes prénoms et on recommence quoi. Donc j'ai rencontré Paul il y a... à l'époque, quand j'étais sur les jeux vidéo. Quand je jouais à un certain MMORPG plutôt. Et on a eu une relation, si je dis pas de bêtises, une relation romantique pendant 2 ans, à distance. Mais vraiment à distance, il était dans un autre biome. Il était dans une autre région. Un autre biome aussi, peut-être. Un autre biome que le mien. Et on était, si j'ai pas trop de bêtises, après le lycée, ou en tout cas fin de lycée et post-bac, quoi, début de post-bac. Et donc du coup, on n'avait pas trop l'occasion de vraiment... Alors moi, j'avais pas de permis, par exemple, et on n'avait pas plus que ça l'occasion d'aller chez l'un ou chez l'autre. D'autant plus que on était assez réservés de manière générale,
et que vu que j'habitais encore évidemment chez ma mère, pour le coup, j'étais beaucoup moins épanouie, quelle horreur. J'étais beaucoup moins libre, ce qui est normal de mes mouvements qu'aujourd'hui où je me dis, bah vas-y, je peux aller à droite, à gauche, je m'en fiche. Et j'avais pas goûté encore à cette liberté-là, quoi. Donc du coup, pendant 2 ans, donc on se tournait autour, on était en couple, hein, je pense quand même, j'ose espérer. On s'est couru après l'un après l'autre, voilà. Sans forcément, je crois, parler du futur ou du fait qu'on allait vivre ensemble ou ce genre de choses. En tout cas, je ne m'en souviens pas si on l'a fait. Et au bout de 2 ans, pour diverses raisons, moi j'étais un peu agacée. Alors j'avais plein de blessures encore en moi, pour le coup, j'étais vraiment adolescente. J'avais plus de 20 ans en fait, 20 ans et plus. Mais en vrai, mentalement, j'étais encore assez adolescente. En termes d'hormones, de changements émotionnels, c'était compliqué. J'avais très peu confiance en moi. J'avais envie d'être aimée, donc du coup, clairement, j'ai pas aidé. Je sais que lui non plus n'a pas aidé pour d'autres raisons, d'autres blessures qu'il avait. Je pense, en tout cas selon moi. Et donc du coup, je me suis un peu enfouie de lui en allant sur un autre jeu, en gros. Enfin, de lui et pas que de lui en fait, de toutes ces émotions changeantes, et en même temps je voulais trouver ma liberté, enfin, c'est très compliqué. Je me suis enfuie, en fait c'était des va-et-vient, c'était tout le temps du chaud et du froid, je crois que c'était ça. Et en fait à un moment donné je me suis dit, j'en ai marre, en fait je veux le rencontrer, je veux le voir, en fait je sais même pas que je veux juste le rencontrer, mais je veux vivre à ses côtés, pas forcément chez lui et tout, parce que encore une fois c'était le début, je peux comprendre, mais au moins être dans la bande, parce qu'il avait une bande on va dire avec d'autres personnes. Et du coup je me suis dit, mais Megan, tu vas, en vrai, vu que j'étais en post-bac, j'avais fait ma première année de comptabilité, j'étais en train d'abandonner ma deuxième année de comptabilité en me disant, mais Megan, tu n'aimes pas ça en fait. J'avais découvert, entre guillemets, j'avais découvert du coup d'autres études que je voulais faire, qui regroupaient beaucoup plus le numérique, l'infographie, bon, il y avait un peu de cinématographie aussi, je crois, d'audiovisuel, pardon, et de la communication digitale, si je dis pas de bêtises, il y avait du code aussi, enfin bref, la programmation. Et en fait, j'étais en mode, mais c'est trop bien, un peu comme une nouvelle vie, tu vois, mais je passe de la compta où en fait, je suivais un petit peu le pattern de ma mère parce que je savais pas quoi faire. Bon, elle me poussait pas à faire ça en plus, elle était en mode, bon, si tu veux, vas-y. J'étais un peu douée là-dedans, ils ok, mais en fait, non, j'avais envie de faire autre chose, j'aimais dessiner déjà et j'adore le PC, je me suis dit mais c'est trop bien, là ça parle de PC et de dessin quoi, les études là, en gros c'était, à l'époque ça s'appelait SRC, donc Service et Réseau de Communication, c'était un DUT. Après c'est passé en MMI je crois, et ensuite je sais pas aujourd'hui quel est le nom du diplôme. Et donc je dis tant qu'à faire, autant allons-y gaiement, tu vois, à fond les ballons, et je vais carrément, en changeant d'études, aller là-bas dans le biome de Paul, hein, dans sa région, et aller m'inscrire dans son école, ou en tout cas une école dans les parages. Et du coup, moi aussi, je pourrais avoir une chambre universitaire, ou ça va être trop stylé. Alors, voilà, je suis passée vraiment de la meuf chez sa mère qui bouge pas à vas-y, go à l'aventure, quoi. Sachant que j'avais déjà vécu pas mal de déménagements, donc j'avais quand même ce côté déjà pas aventureux, mais on me l'a un peu imposé, et du coup, naturellement, je savais un petit peu ce que c'était que de déménager. Et donc, j'étais partie pour faire ça, patatras. Ma mère m'a pas hurlé dessus. Mais ma mère, en gros, elle m'a dit un truc du genre, je pense pas qu'aujourd'hui elle s'en rappelle d'ailleurs. Mais elle m'avait dit un truc du genre, en fait, on s'était vraiment pris le nez parce que c'était un petit peu la guerre froide aussi à l'époque, hein. J'étais vraiment un peu en crise d'ado. Et elle m'a dit, mais si tu vas là-bas, genre si tu sors de cette maison, elle était venue là, enfin dans l'appartement, si tu sors de cet appartement, tu ne reviendras plus. Mais c'était pas genre une crainte qu'elle émettait, c'était une menace. Et les travaux qui commencent. En tout cas, je l'ai pris comme une menace, et je crois que c'était un peu une menace. Parce qu'elle devait se dire, mais tu connais pas ce garçon, ok, ça fait peut-être 2 ans que vous courez après, mais tu ne le connais pas, tu l'as jamais vu, et là, du jour au lendemain, tu veux me dire, vas-y, je me casse, je vais faire mes études, donc tu quittes tes études de compta. En vrai, pourquoi pas? Elle était pas trop d'accord, mais c'était plus dans le sens où elle sentait que la compta était pas faite pour moi, mais elle voulait pas que je commence à arrêter, recommencer d'autres diplômes, puis elle savait pas avec qui je traînais sur les jeux vidéo, du coup, bref, il y avait tout un délire. Je vais pas trop m'éterniser là-dessus, parce que voilà. Et donc du coup, je suis partie en pleurs, mais elle aussi, elle était tremblante. Enfin, elle a pas dit ça juste pour me faire chier, quoi. Vraiment, elle avait une tension forte. Il y avait des raisons derrière. Je sais pas trop lesquelles, mais il y avait des raisons derrière. Et j'ai beau
être rebelle et me dire bah je fais ce que je veux. À l'époque, c'était pas trop le cas non plus, et donc du coup, je me suis dit bah non, là on parle pas juste de ça me fait chier, je suis triste, je suis énervée, mais vraiment genre tu sors de l'appart, tu ne reviens plus quoi. Tu n'as plus le droit de revenir, genre je te renie. Et donc du coup, bah j'ai abandonné l'idée. Après, j'ai fait quand même mes grosses recherches pour pouvoir faire au moins SRC, donc en Ile-de-France, parce qu'à ce moment-là, on était en Ile-de-France, et donc c'est là où j'ai trouvé du coup un IUT, donc l'IUT de Vélizy, où j'étais à 2 heures de transport de l'appartement où on était, et j'avais fait toutes mes recherches, le temps de trajet, j'avais tout mis ça sur un papier pour lui prouver en fait que j'étais motivée et que c'était vraiment ce que je voulais faire. Donc ça l'a un petit peu convaincue, mais sans plus, tu vois, elle voulait voir ce que ça allait donner, et effectivement, bah après je me suis inscrite, j'ai été retenue. Alors à la base, je voulais aller à pas Saint-Quentin-en-Yvelines, mais à Marne-la-Vallée, si j'ai pas de bêtises, ce qui était proche de Disney, ou voilà. Et en fait, ils m'ont refusé, et j'ai eu, je crois, mon deuxième choix, qui était donc SRC, IUT de Vélizy, pardon. Donc, voilà. Donc j'ai fait mes 2 années, puis j'ai fait d'ailleurs ma licence ensuite là-bas, pro, pour avoir bah, du coup un bac plus 3 et commencer à travailler assez rapidement et pas partir en master dans des écoles très chères, là où sont allés 90% de mes camarades. Même si j'étais tentée, mais quand j'ai vu les prix, ça allait jusqu'à 5000 balles l'année, j'ai fait Donc j'ai préféré prendre la licence pro, je crois que j'ai dû payer 600 € en tout. Pour pour du public, quoi. Et encore. Voilou. Et donc cette personne, donc ce Paul, du coup je n'ai jamais pu le voir en fait, n'a jamais pu le rencontrer. Et quand je dis que le destin c'est un peu emmêlé, c'est un peu emmêlé les pinceaux. Pourquoi il serait, je sais pas pourquoi je dis ça, mais que l'univers, si vous voulez, un petit peu fait en sorte que non, on se rencontrera pas parce que non, c'est pas le moment ou que sais-je. C'est que du coup moi de ce côté j'ai eu ça. Alors, et quand j'en ai parlé à ma mère, je crois qu'elle m'a dit aujourd'hui, mais t'es sûre que j'ai réagi à ce point comme ça et tout aussi fortement, tu vois, ça l'a un peu étonnée. Donc je pense qu'elle était pas dans un état normal parce qu'elle avait aussi des soucis à ce moment-là au travail ou que sais-je. Donc voilà, on va dire le coup de la malchance entre guillemets. Et en plus de l'autre côté, si j'ai pas de bêtises, ce fameux Paul, il a voulu à un moment donné venir me voir. En tout cas, c'est ce qu'il m'a écrit parce que je commençais vraiment à m'éloigner en fait. Et il a dû se dire mais merde. Et si je dis pas de bêtises, dans mes souvenirs, du coup je l'attendais à l'appart. Et il a pas pu venir parce qu'il m'a écrit un truc du genre à un moment donné, j'ai eu un accident vraiment sur la route, enfin en gros il a pris une vieille voiture de je ne sais qui, une voiture de son entourage, et il a eu un accident sur la route, et j'ai bien peur que j'étais vraiment juste pas contente, et je crois que je ne l'ai pas vraiment cru, je sais plus dans quel état j'étais, mais vraiment pas un état très sain en tout cas, ça c'est sûr. Et je crois que je l'ai pas vraiment cru et j'ai dû dire ouais d'accord ok et basta quoi. J'étais en mode vas-y Megan c'est bon, passe à autre chose, avance. Alors que en même temps je savais que c'était réel et en même temps je pense que je voulais pas, je sais plus sincèrement je sais plus, je risque de dire des bêtises donc et je pense aujourd'hui j'en suis quasiment sûre c'était la vérité évidemment. Il aurait pas menti là-dessus. Et je me dis, mais, enfin, il avait un accident et moi, j'espère au moins que je lui ai demandé si ça allait, j'ose espérer vraiment. Mais j'ai même des doutes pour dire à quel point j'étais moi-même dans un état un peu compliqué à ce moment-là. Donc voilà. Le changement de biome ne s'est pas fait. Mais donc voilà, donc c'est comme je disais à chaque fois c'est mon seul regret c'est ça. Et vraiment je le disais je l'ai dit quand je me rappelle encore d'un moment, c'était quoi genre en 2022 ou 2021 peut-être, où je l'ai dit de manière totalement naturelle, tu vois, et en plus je le disais à mes ex, enfin aux copains actuels que j'avais pour bien leur montrer qu'en gros si vraiment j'ai qu'un regret ce serait celui-là quoi, parce qu'on n'a pas pu se voir, que j'aurais bien aimé, j'ai pas persévéré, tu vois, j'ai abandonné le truc, voilà. Voilà. Et puis bon bah vu que ça je peux pas le forcer non plus, tu vois, enfin c'est pas comme si j'allais forcer en disant bah maintenant je vais te voir toi là. Bref, c'est pas que j'ai pas essayé mais bon. Donc voilà pour la première partie je pense. Donc ouais. Je me demande comment sont les gens d'ailleurs, s'ils préfèrent avoir des regrets ou des remords. Moi, naturellement, je me dis que les gens préfèrent avoir des remords que des regrets, mais en même temps, quand tu fais quelque chose que tu regrettes, dont tu as beaucoup de remords, ça m'est déjà arrivé aussi, c'est vraiment très désagréable, mais au moins tu peux le passer. Ça veut dire que tu peux le guérir. À force, tu peux te dire, ok, j'ai fait ça, j'ai une honte phénoménale, en plus il y a des restes, genre il y a des écrits, tu vois, des trucs comme ça que tu peux revoir. Tu peux être extrêmement honteuse et dire mais qu'est-ce que j'ai fait, et en plus ça a impacté des gens et des gens sont au courant, et là t'es là, tu te sens mal, t'as vraiment
des frissons de gêne. J'ai clairement eu ce genre d'expérience, et qui m'ont duré d'ailleurs pas mal de mois, et en y repensant, et aujourd'hui ça va beaucoup mieux, parce que tu peux le travailler, tu peux le guérir, tu peux t'y faire et te dire après tout merde, comme quand des fois on dit oh puis zut j'étais jeune, c'est bon ça arrive, c'était une autre époque, voilà. Bon, là c'est un peu trop récent pour que je me dise c'était une autre époque vraiment, mais je sais que ça passe, alors qu'un truc que tu n'as pas fait et que tu regrettes de ne pas avoir fait, la seule moyen de le passer, c'est de le faire en fait, c'est de le faire. Tu peux pas passer en te disant non mais c'est pas grave au final, bah non. Ou alors c'était vraiment un truc il y a longtemps que tu voulais faire et qu'aujourd'hui tu ne veux vraiment plus, à la limite. Genre un voyage, je sais pas, dans un pays, un voyage au Japon que t'aurais kiffé adolescente, et aujourd'hui tu te dis bon, aujourd'hui je n'ai plus envie, je pourrais le faire mais je le fais pas, tu vois. Ça à la limite. Mais si c'est vraiment un truc que tu voulais faire, tu dis j'ai loupé une opportunité là vraiment, j'ai loupé une vie presque, j'ai loupé un chemin, tu vois. Une méga opportunité, un méga chemin, et là c'est déjà plus désagréable quoi. Parce que tu peux le traîner toute ta vie. Et c'est là, d'ailleurs, où on a le fameux cliché de la personne âgée qui est sur son lit de mort, et qui va te sortir tous les regrets qu'il a, tu vois, genre un grand-parent, je suis sûre que vous en avez, hein, un grand-parent ou une personne plus jeune qui était sur son lit de mort parce que cancer, parce que maladie, parce que accident, que sais-je, et qui ont le temps de vous dire vraiment profite de la vie, fais ce que t'as envie de faire, on s'en fout, parce que moi j'ai des regrets, moi j'ai pas pu faire ça, moi j'aurais bien aimé faire ça, et là tu dis putain, aïe, aïe, aïe. Ça te rappelle qu'il faut vivre quoi, qu'il faut faire des choses, voilà. Parce que si tu les fais et que t'as honte, en vrai, ça peut te traîner longtemps, mais quand tu les guéris, c'est fini, quoi. Ça fait partie de ta vie, au contraire, ça te donne de l'expérience et ça t'enrichit. Donc, voilou. Voilà. La petite morale de fin. Bon, on va passer à la partie 2. Alors, partie 2. Pourquoi certaines paroles laissent une trace plus profonde que les actes ? Oula. Pourquoi certaines paroles laissent une trace plus profonde que les actes ? Alors, parole et ou, on va dire, un écrit. Par exemple, quand quelque chose qu'on va lire, une phrase ou carrément un bouquin, pourquoi pas. Plus profonde que les actes. C'est marrant parce que là, je pense au minimalisme, du coup. Je me dis que les paroles que j'ai lues, que ce soit vraiment des écrits purs, donc un écrit, ou la parole, dans le sens où elle a littéralement écrit une parole, des phrases qu'elle dit, ou ce genre de choses. Hein. En fait, dans le bouquin de Dominique Leroux, L'art de la simplicité, je pense que c'est là aussi où je me suis rendu compte à quel point les mots peuvent être tellement importants. Je pense que les gens s'en rendent compte la plupart du temps, par exemple dans la poésie, où chaque mot est important, autant le contenu que le contenant, donc la manière, le mot utilisé, comment on appelle ça ? Quand le son que vibre le mot, en fait, le son que fait le mot, autant que le sens du mot. Et je crois que je m'en suis rendu compte, c'est avec les poèmes, c'est avec les haïkus, non, haïku c'est autre chose, avec les haïkus qui se trouvaient un petit peu aussi dans le livre de Dominique Leroux. Et le fameux Less is more aussi, donc ce côté où en fait on réduit le texte, on garde vraiment l'essence pure du mot, ou en tout cas d'une phrase, donc avec très peu de mots, et on la laisse diffuser. Et en fait, je trouve que ça, en tout cas pour le minimaliste, ça a eu beaucoup plus d'impact que si par exemple j'étais allée chez une amie et qu'elle était minimaliste et qu'elle me montrait littéralement son tri. Regarde, je trie ça, j'enlève ça, et voilà, maintenant j'ai un tableau de bord, j'ai un plan de travail nickel avec juste ma cafetière dessus, tu vois. Je pense que si j'avais vu ça, je me serais en mode waouh, sympa, intéressant, innovateur, ok. Ou alors en mode mais t'as rien, c'est bizarre. Ouais, plutôt. T'as rien, c'est bizarre, c'est vide, c'est froid, c'est désagréable. Je comprends pas l'intérêt, tu vois. Parce qu'en fait, quand tu vois des actes, ou même quand tu vois la situation juste en elle-même, donc tu vas chez quelqu'un et tu vois un appartement minimaliste, point, tu comprends pas forcément ce qu'il y a derrière. Tu vois juste la chose et tu te dis, de but en blanc, les émotions que je reçois là d'un coup en premier, c'est quoi ? Genre, je sais pas moi, c'est froid, je me sens mal à l'aise, y a rien, qu'est-ce qu'on va faire ?
y a rien, il y a rien, tu vois. Et ça peut potentiellement, du coup, d'ailleurs c'est ça en fait, ça va faire écho du coup à tes potentielles peurs et craintes qui sont en rapport avec ça. Si par exemple toi tu es du genre à vouloir des objets parce que ça te rassure, comme beaucoup de gens, qu'il faut que tu fasses des stocks ou juste que tu aimes avoir beaucoup d'objets chez toi parce que t'as toujours été dans une famille avec beaucoup d'objets, avec beaucoup d'enfants, avec beaucoup de frères et sœurs plutôt, où tu t'es jamais posé la question mais que du coup t'aimes ce côté où t'es dans l'abondance, tu sais que tu vas pas manquer. T'as peur de pas avoir d'objets parce que t'aurais peur de manquer en fait, de dire mais j'ai pas de quoi faire mon café, j'ai pas de quoi créer, faire mes loisirs par exemple, d'accord. Et quand tu vois du coup un environnement vide, c'est comme si tu voyais littéralement un peu le cauchemar, ton cauchemar, mais visuellement. Genre voilà un espace vide. Oh mon Dieu, c'est horrible, ça me rappelle que j'ai peur de manquer d'affaires. Voilà. Donc en fait en soi ça va pas t'impacter, enfin si ça va t'impacter, mais ça ne va pas te laisser une trace profonde. C'était ça la phrase. Parce que c'est juste, on te met un miroir sur ta peur. On te montre ta peur, et sans t'expliquer que c'est une peur, tu vois. Et du coup, t'es effrayé, t'es en mode, bah non, du coup, tu rejettes le truc, direct. J'aime pas ça, j'ai pas envie, c'est nul. Ok, j'aime pas. Ça peut être pire, est-ce que t'es sûr que tu vas bien? C'est bizarre que tu fasses ça. Parce qu'en fait, toi, du coup, t'es confronté à ta peur, donc tu te dis, pourquoi est-ce que lui, il vit dans la peur, du coup? Enfin, je sais pas comment expliquer. Tu fais ça quelque chose de sombre, en fait, sans faire tout le cheminement intellectuel derrière, tu vois. Mais voilà, tu réagis comme ça. Et donc, à l'inverse, une personne qui va ne pas avoir cette crainte-là, encore à d'autres craintes, pourquoi pas, mais qui n'aura pas la crainte du manque, qui n'aura pas besoin d'abondance, mais qui vivra, admettons qu'elle vive, voilà. On va dire que la personne qui est minimaliste, donc la pote, elle va s'appeler Marie, ok. Marie, c'est la meuf minimaliste. Et là, il y a deux autres personnes qui arrivent, les deux potes de Marie, du coup. Donc t'as Tara, on va reprendre Tara. Tara qui arrive et qui, elle, a peur du manque. Tu vois, elle a peur du manque et du coup, quand elle voit ça, elle est en mode ah, quelle horreur, j'aime pas du tout, je déteste ça, nanana, sans comprendre que c'est la peur du manque qui parle, ok. Et il y a son pote, on va appeler comment? Jacques. Non, on va l'appeler autrement. Allez, Adrien. Il y a son pote Adrien qui vient et qui lui n'a pas de problème avec le manque. Il a pas de problème du tout. Tu vois, c'est trois potes. Marie qui invite du coup Tara et Adrien. Putain, faut que je me rappelle des prénoms. Et donc du coup, Adrien, il a aucun manque, tout va bien pour lui. Il va rentrer, mais en fait, il va vivre dans une vie normale où il a des objets comme tout le monde, ok. Il va rentrer dans la pièce de Marie, dans l'appartement de Marie, et il va être en mode ok, putain, stylé, j'avais jamais pensé à ça. Marie, faut pas qu'elle parle du coup. Hein. Là, on est d'accord, c'est que uniquement le fait de voir son environnement de vie. Elle va juste expliquer que c'est du minimalisme quand même, voilà, histoire de pas faire croire que qu'elle s'est fait cambrioler quoi. Et donc en fait, Adrien il va être en mode ok, et en fait il va naturellement comprendre, il va faire le chemin en fait. Il va être en mode mais c'est marrant, c'est intéressant, c'est curieux, parce qu'il n'aura pas peur, donc il va pas rejeter en bloc. Et donc il va probablement chercher au moins un petit peu à comprendre, dire tiens, marrant qu'elle fasse ça. Putain, j'avoue qu'en fait, on peut vivre comme ça. On peut vivre comme ça. Et naturellement, il va se dire, ah oui, mais il y a ce qu'il faut, il y a la cafetière, d'accord, ok, il va explorer. Et en fait, ça va lui ouvrir une voie, une porte, genre, coucou, Adrien, voici la porte minimaliste qui se trouve dans ton univers. Tu peux ou non l'ouvrir. En tout cas, tu as cette porte-là. Tu as compris ce que c'était, à peu près. À tout moment, tu peux l'ouvrir, te dire, vas-y, je vais m'y intéresser un peu plus, je vais essayer. Ou alors, tu peux te dire, ok, je vois ce que c'est intéressant, mais c'est pas pour moi, parce que moi, je préfère quand même avoir plus d'objets. Non pas parce que j'ai peur de ne pas en avoir, mais j'adore, je kiffe les objets, je sais pas, design, ou j'adore avoir mes petites figurines de Warhammer, ou tu vois, voilà. Donc il pourra pas être forcément un vrai minimaliste, admettons. Enfin, la porte minimaliste va peut-être s'ouvrir à moitié, complètement, ou pas du tout. Là où, chez Tara, la porte minimaliste, limite, c'est une porte ultra sombre, que jamais elle voudra ouvrir, elle a jamais mis des scotch dessus, tu vois, des banderoles, et en fait, c'est même pas écrit minimaliste, c'est écrit, par exemple, secte bizarre, tu vois, dessus. Gens chelous dépressifs, tu vois. En fait, elle va même pas chercher à comprendre, et c'est comme ça qu'elle peut se dire qu'en fait, Marie, le problème, c'est pas que elle dit qu'elle est minimaliste ou quoi, mais en fait, c'est un truc à la mode, bizarre, c'est un truc qui est pas sain, qui est pas normal, parce qu'en fait, pour elle, c'est sombre, elle veut même pas y toucher, en fait. Parce que ça renvoie ses peurs.
Voilà. Donc voilà pourquoi est-ce que selon moi, les paroles peuvent laisser une trace bien plus profonde que les actes. Les actes ou qu'un exemple concret d'une situation pure. Parce que du coup, ceci fait. Donc on a Tara qui est pas contente, qui est en mode ça me dégoûte un peu, ou qui a peur de ça, jusqu'à angoisser, et on a Adrien à côté qui est plus en mode oh stylé, intéressant. Maintenant Marie va commencer à parler, à expliquer, bah voilà, en fait, donc c'est ce que je vous dis, c'est du minimalisme, et donc le minimalisme, en fait, c'est le fait de ce que je me suis rendu compte en lisant, que finalement on est attaché à ces objets, alors que c'était pas forcément utile, qu'on avait beaucoup trop d'objets, vous vous rendez compte, on a plus de, je sais pas moi, 3000 objets chez soi en moyenne en France, blablabla, qu'avant on en avait que 500, j'en sais rien, j'ai n'importe quoi. Qu'en fait 70% de nos objets on les utilise quasiment pas, qu'on a, je sais pas moi, 20% des objets qu'on achète qu'on n'a jamais utilisé quand on va jeter, enfin tu vois, elle va expliquer un petit peu tout, le côté un peu purement analyse scientifique, calcul, ok, le côté peut-être un peu plus spirituel, le lien qu'on a avec les objets finalement, est-ce que c'est pas, enfin aussi psychologique du coup, le lien affectif qu'on peut avoir, une dépendance affective pourquoi pas, mais qu'en fait un objet c'est quand même sacré en soi, vous vous rendez compte, la ressource utilisée, la main d'œuvre, le savoir-faire, voilà. Laisser la place pour chaque objet pour qu'il puisse respirer, tu vois. Et donc du coup, elle va partir sur ces trois, moi j'appelle ça corps, âme, esprit, mais en gros c'est trois thèmes. Donc vraiment le côté terre à terre, pur, classique, scientifique, avec des chiffres, point barre, l'utilité. Le côté plus psychologique, donc le lien qu'on peut avoir avec l'objet d'un point de vue psychologique, et le lien plus spirituel, dans le sens la connexion qu'elle ressent avec l'objet, une connexion autre, comme si pour elle, l'objet était plus vivant que purement un objet, tu vois. Et donc, du coup, en expliquant ça, elle va laisser potentiellement une trace. Et là, c'est un peu le round 2, tu vois. Il y a Tara qui va être en mode, ok, moi je la prenais pour une dépressive, mais, alors là, soit Marie s'en sort, elle arrive à expliquer, à laisser une trace, à toucher Tara, et Tara se rend compte qu'en fait ce n'est pas une porte aussi lugubre, aussi sombre que ça, mais qu'elle comprend que ça puisse être intéressant, elle comprend pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui peuvent aimer ça, mais pour elle c'est quand même bizarre, ça ne lui plaît pas du tout, tu vois, mais elle est en mode, non, j'ai pas envie, je comprends à la limite pourquoi t'aimes ça, mais moi, pas du tout. C'est encore ses peurs qui parlent, elle a pas compris que c'était ses peurs, donc elle considère ça comme moi j'en veux absolument pas dans ma vie, mais si vous, ça vous fait plaisir, allez-y, je m'en fous, tu vois. Vraiment, faites ce que vous voulez, soi-disant, ça vous plaît. Donc la porte, c'est pas écrit dépressif dessus, mais c'est écrit juste minimaliste, mais elle reste dégueulasse, tu vois. Elle veut pas l'ouvrir. Et par contre, de l'autre côté, donc t'as Adrien qui, lui, va toujours être en mode ah, trop stylé, intéressant, ah putain, j'avoue, et lui va encore augmenter sa connaissance, purement sa connaissance. Il augmente son encyclopédie, en fait. Et donc, du coup, il rajoute un bouquin minimalisme dans sa bibliothèque. Et il se dit, ok, c'est super intéressant, donc il y a ça en plus, d'accord. Putain, j'avoue, j'y avais pas pensé. Et en fait, il va prendre uniquement ce qui l'intéresse. Encore une fois, il va se dire, bon, bah, j'avoue que c'est pas con, du coup, je vais pour tel et tel objet, en fait, je me rends compte qu'il faut que je fasse du tri chez moi, je suis trop bête, il faut que je fasse du tri, tu vois. Et par contre, pour ça et ça, je vais pas faire de tri parce qu'on verra ça plus tard et que pour moi, c'est pas intéressant, mais j'avoue que ma vie peut s'améliorer si je fais telle et telle chose. En tout cas, j'ai envie d'essayer. Et même si ça l'intéresse pas, genre pas du tout, il sera pas dans le dégoût. Il sera juste en mode, putain, c'est vraiment cool. Enfin, dans tous les cas, il trouvera ça intéressant, mais lui n'aura pas d'intérêt à faire ça, à suivre ça, à expérimenter ça. Et il va pas te dire ouais vas-y fais ce que tu veux, même si bon c'est un peu bizarre, mais en vrai vas-y c'est ta vie, non. Il sera plus en mode c'est cool qu'il y ait des gens comme ça, c'est super intéressant, c'est cool. En vrai j'aime trop l'idée, mais pas pour moi par contre. Mais j'aime trop l'idée, tu vois. Tu vois, c'est déjà différent. Il est déjà dans le positif en fait. Et donc voilà. Et donc du coup bah pour moi c'est la raison pour laquelle certaines paroles ou certains écrits vont toucher bien plus que juste des actes. Et après on peut passer encore au niveau 3, où là c'est vraiment des paroles encore plus profondes de compréhension de l'autre. À tous les coups, à tout moment, Marie, elle peut dire, bah écoute Tara, je vais t'expliquer en fait, selon moi, je me suis rendu compte que t'avais quand même beaucoup d'objets, dès que t'allais pas bien, t'allais acheter, je sais pas moi, des chaussures et des glaces, admettons, des glaces à manger, de la glace du coup, et qu'en fait, bah du coup t'accumules des chaussures, et en soi, je comprends, tu vois, je comprends que t'aies envie d'accumuler des chaussures, ou des vêtements ou que sais-je, mais franchement, en vrai, tu utilises combien de chaussures par jour?
Pourquoi tu les achètes? Quand tu vois tes chaussures, si je les aligne devant toi, est-ce que t'es heureuse ou pas, tu vois? Et je dis pas que le problème c'est que t'achètes des chaussures, je dis pas arrête d'acheter des chaussures, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire au fond de toi? Pourquoi t'as cette envie-là? Qu'est-ce qui te pousse à acheter ces chaussures? Et là, du coup, tu creuses en elle, en fait. Et soit elle a envie, soit elle a pas envie, évidemment. Mais je veux dire, tu creuses en elle, et c'est là où, du coup, tu peux le montrer. Regarde, la porte que tu trouves dégueulasse qui s'appelle minimaliste, c'est qu'en fait, derrière, c'est parce que t'as peur de manquer. Genre, dès que t'es pas bien, genre, je sais pas moi, t'as un besoin affectif ou ton travail à chaque fois, on te stresse, on te met à bout, et donc du coup, on t'a tellement essoré que toi, tu n'as qu'une chose, c'est de vouloir une récompense après. Donc chaque jour, limite, tu dis, pour décompresser et me récompenser après avoir subi tout ça, donc pour rééquilibrer un peu la balance et pas finir en dépression et puis pas faire un burn-out, entre guillemets, tu vas dans des magasins et t'acheter, voir s'il y a des nouvelles paires de chaussures. Et où tu vas t'acheter une glace ou des pâtisseries au coin, dans le coin. Et donc du coup, en le faisant, malgré tout, tu culpabilises parce que tu sais, tu te rends compte que t'as pas envie de tout ça en fait, que t'accumules beaucoup, que tu grossis à force de manger des glaces, que t'as plus de place dans tes placards et que tu n'as pas assez de pieds pour mettre toutes ces chaussures. Tu t'en rends compte au fond de toi, mais tu vas le mettre de côté dans le déni en mode non mais tant pis, on verra ça plus tard. Ou tu vas dire j'ai pas le choix parce que en fait sinon je craque, et c'est vrai, sinon tu craques. Et donc du coup c'est pareil, tu remontes, tu retricotes, enfin tu détricotes plutôt, tu remontes le fil, et en fait le problème c'est pas juste, on te demande pas d'arrêter, mais pourquoi? Ah ben c'est à cause du taf. Pour quelle raison au taf? On te demande pas de quitter ton taf, mais pour quelle raison au taf c'est ça? Parce qu'en fait j'ai ma chef qui arrête pas de me presser, me dire vite, 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 et j'ai pas de reconnaissance et je ressens pas de reconnaissance. Ok. Du coup tu serais plus heureuse si on te donnait de la reconnaissance? En vrai, oui, non, j'avoue, c'est plutôt chez moi en fait, j'ai pas de reconnaissance non plus chez moi, d'accord, ok, donc il y a deux endroits différents, ok. Et l'autre point c'est, ok, ta presse, ta chef elle te presse à fond, mais est-ce que tu as déjà osé lui dire non, stop, ou alors j'ai pas le temps, et vraiment assumer ta décision? Bah non, tu comprends, si je le fais, j'ai peur de... Ah, si tu le fais, t'as peur de... Bah j'ai peur qu'on me vire, j'ai peur de finir sous un pont, j'ai peur de... Tu vois, et là, t'as toutes les peurs plus ou moins raisonnées qui vont sortir, si elle ose en parler, et tu vas te rendre compte que, ok, mais en fait, t'as peur de ça, t'oses pas dire non, mais as-tu déjà dit non à quelqu'un? Oui, non, et là tu pars et tu remontes encore. Oui, j'ai déjà osé dire non à qui? Bah à ma mère il y a 20 ans, mais ça s'est très mal passé. Ah, ok, ça vient de là. Ou alors non, j'ai jamais osé dire non, mais pour quelle raison? Parce que, je sais pas, je me dis que après tout, j'ai peut-être pas le droit de dire non, tu vois. Ouh là là, ok, mais est-ce que tu t'aimes assez? Est-ce que tu considères que t'as la même valeur que n'importe qui? Ben non, j'avoue. Ah, ok, d'accord. Donc le problème vient du fait que tu t'aimes pas assez. Voilà. En fait, tu vas creuser au fur et à mesure, de plus en plus loin, pour voir où est la source. Parce que plus tu vas aller loin, et plus tu vas lui dire, en fait, le problème, la source a l'air d'être à peu près ça, plus tu te rapproches de la source, et plus les gestes que tu vas faire sur cette source-là vont avoir un impact sur tout le reste. Ça va remonter tout le fil. Et donc, du coup, ça aura de l'impact sur tout. Sur ton travail, sur ta relation, je sais pas moi, de couple, sur le fait que du coup tu vas aussi acheter, parce que c'était le but, moins de chaussures et moins de glace, et du coup tu vas te sentir mieux, et après c'est un cercle vertueux. Du coup tu vas te sentir mieux, tu vas oser dire non, tu vas te rendre compte que tu vas pas péter un câble, tu vas plus péter de câble, t'as plus de temps pour toi, du coup tu maigris à nouveau, t'as plus envie de faire du sport, peut-être aussi, t'as plus de temps de faire du sport aussi, t'as plus d'argent pour dépenser autre part, enfin, tu vois, c'est un cercle vertueux, mais tu peux pas dire juste aux gens, bah, vous achetez combien? 10 paires de chaussures par mois? Vous achetez, vous grossissez, vous prenez 3 kilos par mois aussi? Bah arrêtez. Genre, non, tu peux pas dire ça. Mais quoi, tu fumes, tu te drogues et t'arrives pas à arrêter? Bah arrête en fait. Comment ça t'arrives pas à arrêter? Bah arrête, c'est trop bizarre. Faut juste de la volonté, c'est la pire chose. Faut juste de la volonté. Juste arrête. T'es triste? Bah arrête de pleurer, c'est bizarre. Genre quoi? Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça aux gens. Parce qu'en fait, toi, t'as la vision de quelqu'un qui n'a pas ce problème. Tu es dans les sensations de quelqu'un qui n'a pas ce problème. Et donc, du coup, tu vas juste dire, bah, t'as qu'à arrêter, regarde-moi, je n'achète pas ça, je dépense pas là-dedans, du coup, j'ai de l'argent. C'est ça la solution. Tu proposes pas une solution, tu proposes uniquement des actes concrets au bout de chaîne. Mais le problème, avant, il est pas du tout résolu. Et en fait, ça va exploser. Si elle n'achète pas ses chaussures, si elle mange pas sa glace chaque jour, et qu'elle continue avec ce rythme de vie où elle a envie d'exprimer son mal-être, mais elle l'exprime de cette manière-là, soit elle va le contenir et elle va exploser vraiment en burn-out ou en dépression ou que sais-je, soit elle va se contenir, et puis 3 jours après, elle va non pas se faire une glace, mais 8 glaces, et pas acheter une paire de chaussures, mais 20, tu vois. Donc en fait,
Et une personne, il y a aussi autre chose, une personne qui va être passée par là, qui aura compris, dire moi aussi, il y a 20 ans, peut-être pas, mais il y a 2 ans, j'étais comme toi, moi aussi, j'ai acheté, non pas des chaussures, mais j'ai acheté des clés USB, admettons. J'ai acheté des clés USB et je consommais beaucoup de beaucoup de vidéos sur internet et je faisais que ça, je scrollais tard le soir et je faisais que ça de ma vie, tu vois. Et en fait, moi, ce qui a marché pour moi, c'est, je sais pas moi, je me suis remis au sport et là, d'un coup le déclic. Et je te dis, fais du sport, tu verras, fais du sport. Et là, c'est l'autre type de personne. C'est ok, ils comprennent, ok, ils sont passés par là et ils ont une solution, mais c'est pas la solution. Mais ils ont une solution. Ça peut marcher pour donc pour Tara, on reprend sur Tara, comme ça peut ne pas du tout marcher. Tara, elle peut dire ok, mais c'est pas le moment, parce qu'en fait, elle a besoin d'autre chose avant. Ou Tara, elle aime juste pas le sport, en fait. Elle veut vraiment pas faire ça, tu vois. Ou alors, voilà. Donc en fait, ça c'est encore autre chose, c'est de donner des conseils en disant tu vas voir, fais ci, fais ça. Alors que la personne, elle veut juste s'exprimer, juste trouver une solution, mais elle n'en trouve pas, elle sait même pas s'il y a des solutions. Enfin, je dis c'est aller à la source, va à la source. Va pas lui dire dans les faits, arrête ça. Par contre, ouais non, bah, en fait, par contre tu peux dire, bah le but ce serait d'arrêter ça. Comment tu peux arrêter? Ben, faudrait que, qu'est-ce qui, comme d'hab, qu'est-ce qui te pousse à acheter? Qu'est-ce qui te pousse à faire cet acte qui te saoule, qui t'énerve et qui te pompe de l'énergie, de l'argent et plein d'autres trucs. Voilà. Donc ouais, c'est comme un barrage quoi. Et au lieu de uniquement mettre le barrage en bout de chaîne, essaye de revenir un petit peu en arrière et de voir ah bah ce barrage là il fonctionne pas bien, ah bah celui-là est totalement ouvert, ok d'accord, et celui-là il est comment, et va à la source pour voir où est le problème. Ou en tout cas essaye de t'en rapprocher le plus possible. C'est pas grave si t'es pas à la source pure, hein. Au moins ça te rapproche beaucoup, c'est déjà très bien. Voilà pour la, je pense pour la partie 2. Partie 3. Alors, c'est quoi? As-tu déjà senti qu'une phrase t'était transmise de là-haut comme une clé ou un message? Oui, énormément oui. Oui. Bah voilà, j'en profite. À la base, je voulais écrire mon rêve et en parler, enfin et l'écrire quoi. Et je vais en profiter pour plutôt en parler dans le podcast. Comme ça, au moins, ce sera fait. Parce que j'ai un début de tendinite, donc je vais éviter d'écrire beaucoup de choses au clavier. Donc, ouais. Je vais commencer vite fait par la fin. En gros, est-ce que j'ai déjà senti qu'une phrase m'était transmise de là-haut comme une clé ou un message? La réponse est oui. Par exemple, cette nuit, 2 points. Pour moi, le message, c'était pour une autre personne, une personne qui est dans le même rêve que moi, de lui dire, regarde, t'as accès à, alors Anne-Sophie, mais on va dire que c'est Athéna plutôt. T'as accès à Athéna, ou alors la déesse Sophie, je sais pas trop. T'as accès à Athéna, au pouvoir d'Athéna. C'est un de tes guides, littéralement. C'est un de tes guides. Et tu n'as pas besoin de, et il y a une personne en plus qui n'est pas bonne pour toi, qui te manipule. Tu peux totalement lui dire stop et récupérer ton énergie. Voilà. Maintenant, je vais expliquer comment c'est arrivé. Je vais appeler la fille Elsa, mais il y avait aussi celui avec la maison hantée, mais ça c'est le diable, ça. C'est le diable. Donc si on m'écoute, on va se dire mais alors que c'est un de mes guides, genre c'est pas le diable, j'appelle le diable parce qu'ils sont très autonomes. C'est un diable, mais c'est juste un guide. Enfin c'est juste. Et maison hantée, c'est juste parce qu'ils ont, c'est leur manière de s'exprimer un peu, c'est une aura qu'ils ont autour d'eux en fait naturellement, et naturellement t'as des choses qui vont s'allumer, s'éteindre. En fait c'est des choses qui font peur, qui nous font peur naturellement parce qu'on associe ça au diable, mais en même temps c'est normal. Quel est l'œuf de la poule, je n'en sais rien. Mais du coup c'est juste leur manière de s'exprimer, leur aura en fait. Et du coup bah oui elle fait flipper, mais en fait c'est comme si je te montrais un Pokémon qui fait flipper et qu'en fait je te disais oui mais c'est juste un Pokémon en fait. Ah oui il fait flipper, oui je sais mais c'est juste un Pokémon. C'est ça tu vois. Voilà, c'est parce qu'il a une aura, une apparence et qui te rappelle beaucoup de films d'horreur qu'il est méchant et qu'il veut voler ton âme, tu vois. Voilà. La correspondance et la comparaison s'arrêtent, on va dire, à l'apparence et à une aura, donc à des actes
même pas des actes, juste le fait que par exemple les ampoules s'allument et s'éteignent, voilà. Mais ça s'arrête là. Il va pas dévorer ton âne, il va pas, non, il va te le faire croire. Je sens que je suis en train de bousiller leur business plan. Je suis en train de démonter nos croyances là. Parce que du coup, ça, en vrai, ça leur est utile qu'on ait peur de ça, puisque le but, c'est qu'on apprenne à ne plus en avoir peur, mais via la confrontation de cette peur. Donc, bon, bref, c'est tout un délire. Revenons au rêve. Revenons au rêve que j'ai fait cette nuit. Donc, en fait, alors, c'est un rêve qui fait partie de la catégorie d'un rêve qui n'est pas le mien, qui est celui d'une personne avec qui, je suppose, je parle par télépathie, en tout cas, qui est dans le groupe télépathique. Je vais l'appeler Elsa, parce que ça m'a fait penser à ça, donc je l'appelle Elsa, donc pour moi c'est une femme. Et en fait, pourquoi je dis que c'est pas mon rêve mais c'est plutôt, pardon, le sien, c'est qu'en gros, j'ai senti des fois que c'était moi, et des fois c'était pas moi. Que je sentais que j'avais des émotions par exemple, de peur et d'angoisse, ou de confiance envers quelqu'un que je ne connaissais pas dans le rêve, et que j'oscillais entre ça, et moi qui suis un peu à l'extérieur de cette sensation, et qui est en mode non, on s'en fout d'elle, oh regarde, en fait t'as du pouvoir, dis oui non, ose dire non, tu vois. Et ça m'arrive souvent que ce sont des rêves, plutôt des cauchemars même d'ailleurs, où en fait je vis des choses à travers des gens, donc souvent ce sont des cauchemars, donc j'ai peur comme eux, tu vois, mais c'est moins fort qu'eux. C'est moins fort qu'eux, mais j'ai peur comme eux, parce que je suis en eux en fait, c'est comme si je les possédais un petit peu. Ou que j'étais dans leur tête, enfin, plus que ça, dans leur cœur, dans leur tête, c'est particulier. Mais que, de temps en temps, j'arrivais à des moments clés, parce qu'il faut que je vive leur peur aussi, tu vois. À des moments clés, je deviens moi-même, alors moi-même en mode un peu énervé quand même, hein. Je pense que je redeviens vraiment un peu mon âme, et je dis stop, je dis non, et en fait je confronte le truc qui leur fait peur. Donc ça peut être un monstre, ça peut être un être vivant, juste un humain, mais genre affreux, genre apparent, mais infect, tu vois. Ça peut être... souvent c'est des humains en fait. Des humains ou des cyborgs, ouais j'avoue. Mais ça reste même si c'est des monstres, c'est rarement un énorme monstre, un énorme dragon. C'est plutôt une forme humanoïde globalement, qui symbolise soit quelqu'un dans leur entourage, soit qui symbolise plutôt un type de personne, pourquoi pas, voilà. Ou leur peur profonde, un passé aussi. Et en fait, quand je fais ça, c'est souvent le moment où du coup je leur dis, je crée du pouvoir en fait. Où vraiment c'est pas que je me rebelle, c'est qu'en fait, je suis en mode ok c'est bon j'ai compris. On va faire appel à tel truc, à tel guide, à tel dieu en fait. Et à chaque fois je sors des pouvoirs de malade. Mais en même temps je suis eux quand même, donc je pense que je prends plus le contrôle à ce moment-là. C'est moi qui prends le contrôle. Mais je ressens encore un petit peu ce qu'ils ressentent et eux ressentent beaucoup ce que je ressens, je pense. En fait, on inverse. On inverse. C'est plus lui à 70 et moi à 30, mais c'est moi à 70 et lui à 30. Mais ça reste son cauchemar encore et son rêve. Et souvent, je pense que ce sont des rêves qu'ils font fréquemment ou plus ou moins. Et en fait, pour certains, c'est ça. C'est des rêves fréquents ou des cauchemars fréquents et je leur montre comment s'en sortir, en fait. Quelle est la clé. Et pour d'autres, c'est plus des messages purement à leur faire passer. Et en fait, je suis un instrument ou moi-même la porteuse de messages. Et donc là, pour être un peu plus concrète, il s'agit donc de Elsa, je vais l'appeler Elsa, qui est un peu dans la spiritualité, très clairement. Ouais, elle est dans la spiritualité, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était, je sais plus pour quelle raison, parce que j'ai pas noté le rêve et il date d'un petit moment, elle était dans un endroit, on aurait dit un endroit un peu en sous-sol, comme une crypte, mais une jolie crypte, quelque chose de, pas des cryptes, mais genre il y avait des arcs en pierre, il y avait comme des bougies, il y avait une lumière assez chaleureuse, mais ça restait un peu sombre, genre quelque chose d'assez caché. Et il y avait une humaine classique, hein. Peut-être qu'elle était un peu plus âgée que Elsa, mais je veux dire qu'Elsa elle avait à peu près genre 25 ans, et la dame, on va l'appeler Myrtille, tiens, allez. Myrtille, elle avait genre 35-40 ans, et voire peut-être 45 ans. Et elle était plutôt brune, par contre Myrtille, brune aux cheveux noirs, mais normale, tu vois, une meuf normale, enfin habillée en spirituel un petit peu, voilà, mais classique. Elle est pas sorcière, elle est pas chrétienne, elle est pas, enfin il y a pas de truc vraiment qui montrait. Il y avait pas de particularité physique ou vestimentaire, on va dire.
Et donc Myrtille, elle a... Myrthe, ouais peut-être. Myrtille, elle venait vers moi, donc là j'étais à la fois Elsa et en même temps j'étais Mégane, d'accord. Donc elle est venue vers moi, et elle m'a dit... elle m'a montré, en fait, avec un peu une forme d'intensité. En fait, déjà, je voyais Myrtille comme un peu un mentor. Moi, personnellement, Mégane Stéphano, je ne connais pas visuellement, je ne sais pas du tout qui c'est, et je sentais que c'était pas pour moi, du coup, déjà, à ce moment-là, tu vois. C'était pas une personne de mon entourage, c'était même pas un symbole de mon entourage ou quoi. Bref. Et j'étais en mode, bon, ok. Et donc, elle venait vers moi, et en fait, je sentais quand même que j'étais, waouh, en admiration, waouh. Donc, je sentais qu'Elsa était en admiration pour Myrtille. Et qu'en fait, Myrtille, parce qu'elle était forte, parce qu'elle avait je sais pas, du charisme, parce qu'elle a comme on dit, de la bouteille, dans le milieu de la spiritualité, j'imagine. Et du coup, elle m'a montré un livre. C'était un petit livre à images, comme une BD. Mais en fait, sur chaque page, il y avait 3-4 grosses images. En fait, il y avait que 3-4 grosses cases de BD. Et à la base, toutes ces pages sont en noir et blanc. Donc, c'est-à-dire sont pas coloriées encore. Mais c'est elle qui avait créé ça. Et en fait, c'est trop dingue parce qu'elle m'explique rapidement, mais en fait, je le savais déjà parce que j'avais déjà vu son travail. Elle me dit, toi, c'est cette page-là. Et en fait, j'ai compris que tout le bouquin, c'était une histoire qu'elle avait écrite du début à la fin, que chaque page en même temps avait un message, et qu'en même temps, elle coloriait certaines pages, un peu comme elle en avait envie. Et chaque page correspond à quelques personnes. Enfin, et donc, moi, elle me montre ma page, enfin, c'est ma double page même, et elle me dit, toi, c'est ça, et tout. Et j'étais en mode waouh, c'est trop dingue et tout. Et donc c'était une double page coloriée, enfin je dis coloriée, mais je me rappelle plus trop ce qu'il y avait, c'était très vague en fait, il y avait pas trop de détails, mais genre il y avait littéralement des vagues du coup. Il y avait une case avec des vagues, avec une couleur beige. Il y avait une case avec une femme qui avance hors de l'eau, enfin voilà. Et j'ai trouvé ça dingue parce que visuellement c'était trop beau, parce que l'idée était trop forte, parce que la meuf elle a fait ça de manière ultra fluide, directe, et c'était trop intéressant, tu vois. Je me demande si c'était pas moi Myrthe en fait. Genre Mégane en fait. La vision qu'elle a de moi. Je sais pas, c'est bizarre. Non, je sais pas, on verra. Et donc du coup, mais non, parce qu'elle manipule. Après, ça peut être passivement. Je sais pas. Et donc du coup, il se passe ça. En mode waouh, trop fort, trop fort, trop fort. Et en fait, je sens que Elsa est soumise à Myrthe, tu vois. Parce que moi-même, je suis soumise à Myrthe, du coup. Enfin, Myrtille. J'appelle Myrtille ou Myrthe, peu importe, on va dire les deux. Et mais c'est ok. Pourquoi pas, en fait, y a pas de mal, tu vois, en soi, je suis en mode, bon, bah, en vrai, ça va, enfin, c'est pas qu'elle est soumise, mais c'est qu'elle a tellement l'admiration qu'elle fait ce qu'elle dit, quoi. Et d'un coup, je sens, donc, en fait, Elsa fait pas gaffe, tu vois, elle fait sa petite vie, elle va pas pour travailler, mais je sais pas, elle se retourne à moitié, mais il y a toujours qui est Myrthe qui est à côté, qui est en face d'elle, mais un peu dans un coin de pièce. Mais elle est en face d'elle, tu vois, elle est pas loin, elle est à 2 mètres, pas plus. Et Elsa va pour faire un truc. Et en fait, moi, donc Mégane, je regarde Myrthe, alors que Elsa ne regarde pas Myrthe, tu vois. Et moi, je la regarde, on se rappelle que je suis toujours dans le corps de Elsa, hein. Et moi, je la regarde, et je vois Myrthe qui littéralement prend de l'énergie à Elsa. De manière, genre, elle, avec sa main, elle fait un geste comme ça, et en fait, elle prend de l'énergie. De manière assez douce, tu vois, assez... Elle le fait exprès, elle sait qu'elle le fait. Elle sait qu'elle le fait de manière un peu plus ou moins intentionnelle. En fait, elle prend de l'énergie, parce qu'elle est là, donc elle prend l'énergie. Et moi, je lui dis, bah non. Non, en fait. Putain, elle manipule, c'est pas bien du tout. Et donc là, je détricote tout le truc rapidement, très rapidement, et je suis en mode, non, tu prends pas l'énergie comme ça. Genre, en fait, à la base, t'es censé, du coup, te donner des astuces, des conseils, être un guide ou que sais-je. Un guide humain. Mais au final, tu prends de l'énergie. Alors, tu le fais de manière subtile et un peu neutre, mais d'ailleurs, tu prends quand même de l'énergie, vraiment. Et du coup, j'ai fait, bah non, et j'ai repris l'énergie. Alors, je pense que j'ai dû prendre son énergie elle aussi. Je sais pas comment ça marche. Donc vraiment, j'ai récupéré, tu vois, j'ai pris... Et là, en fait, c'est devenu sombre direct. Genre, c'était plus juste une main beige qui prenait une forme d'énergie beige, c'est devenu vraiment quelque chose de sombre, une boule noire, genre. Donc elle me reprend derrière le truc, mais genre là, pour le coup, elle fait pas à moitié le machin. Enfin, elle le fait littéralement, quoi. Je la vois, et Elsa, du coup, voit en même temps, et je pense que là, du coup, c'est compliqué, mais... je reprends l'énergie, Elsa reprend plus ou moins le contrôle, se rend compte du truc, et encore sous le choc, mais du coup est énervée,
et prend son énergie aussi, enfin, elle leur prend aussi comme ça. Donc c'est un combat de limite de, un peu de baffe dans le vide, parce que du coup, c'est une forme où elles l'apprennent, moi, c'est avec la main gauche, je pense que Elsa aussi, je pense que Myrte aussi. Avec leur main gauche, en fait, elle récupère, c'est comme si elle récupérait du vide qui est devant elle et elle le ramenait à elle. Et en fait, c'est récupère de l'énergie de la personne qui est en face d'elle. Et vraiment, je ressentais les sensations de vide quand elle me prenait de l'énergie et de, entre guillemets, de plein quand Elsa arrivait à reprendre l'énergie. Enfin, c'est compliqué, mais c'était vraiment un va-et-vient, c'était un échange d'énergie, quoi. Enfin, plus un vol d'énergie qu'un échange, en l'occurrence. Et donc elle faisait 1, 2, 3 fois, mais en fait, Myrte est vachement forte. Myrte, elle le fait depuis un moment, elle sait le faire. Et là, en plus, elle se montre vraiment, parce qu'elle est en mode, bah, merde, je me suis fait découvrir, puis non, on me vole pas mon énergie à moi, donc pour le coup, vraiment, elle piquait son énergie, on va dire, de manière plus directe et donc plus forte. Et dans ma tête, j'étais en mode, waouh, elle est vraiment forte, Myrte, en fait, elle est vraiment forte. Et en fait, ce qui était assez drôle, c'est que du coup, t'avais Elsa qui, des fois, essayait d'en prendre une fois, et pendant ce temps, Myrte qui reprenait 2 fois de l'énergie. Donc évidemment, Elsa est en mode, c'est comme un jeu vidéo, là, c'est devenu un peu un jeu vidéo. Et moi, je me rappelle, Mégane, donc en fait, on était vraiment 2 dans le même corps. Donc Mégane, donc moi-même, je me disais, mais avec un peu énervement, mais avec aussi une forme d'excitation, et j'étais en mode, meuf, donc là, on parlera à Myrte, meuf, t'es pas prête, genre, je suis douée aux jeux vidéo, je connais les jeux vidéo, et je sais comment gérer. Et en fait, je disais, comme si je faisais une incantation, en même temps que Elsa reprenait l'énergie, je disais, bloquer, récupérer. Bloquer, récupérer. Donc je bloquais l'attaque de la meuf en face, de Myrte, et hop, direct, je récupère l'énergie. Et vraiment, j'étais contente, j'étais en mode yes, tu vois, genre, t'es pas prête, Myrte, t'es pas prête. Toute ma vie, je jouais tank, non, pas du tout, mais, genre, je connais. Moi, j'esquive pas, moi, je bloque, genre, je bloque, je tape. Et donc, bah, pour mon passé de jeux vidéo, enfin, et même mon présent, et mon futur. Et mais je pense qu'à ce moment-là, l'univers s'est dit, enfin, l'univers ou les guides ou ce que vous voulez, s'est dit, ok, en fait, oui, mais non. Nous, on veut pas que tu fasses ça, Mégane. Parce que là, c'est pas toi qui dois apprendre un truc, quoique si, profites-en. Mais il faut que tu fasses passer un message à Elsa. Et le message à Elsa, c'est pas jouer aux jeux vidéo. On n'est pas sur ce genre de choses, quoi. Et donc, du coup, je pense que c'est pour ça que ça n'a pas marché. Qu'elle avait beau récupérer l'énergie et bloquer, Myrte, malgré tout, était un peu quand même je crois en fait, de son point de vue, elle se dit merde, il y a un problème, mais de notre point de vue, c'était nous qui étions en mode merde, on a un souci, tu vois. Parce qu'en fait, d'un point de vue de l'illusion, on nous montrait qu'on était plus faible que Myrte, et qu'on perdait l'énergie, pour qu'on change, pour que moi j'accède du coup à la seconde étape, parce que je devais montrer à Elsa. Je suis désolée si c'est incompréhensible. Et par contre, du point de vue de Myrte, elle avait la réalité, c'est que merde, la technique de je bloque, je récupère fonctionne très bien. Et elle a les bons réflexes. Et du coup, elle commençait à partir. Et donc, en fait, là, j'ai senti Elsa qui était en PLS, parce que du coup, pour elle, elle était en mode, j'ai perdu de l'énergie, j'arrive pas, je vais pas y arriver, je peux pas le récupérer, qu'est-ce qui se passe? Et en plus, trahison, parce que du coup, elle s'est fait trahir, ceci, cela. Sachant que je reviens rapidement sur le bouquin, parce que ça me revient. Le bouquin, en fait, quand elle a ouvert le livre, donc Myrte lui a dit, donc ça c'est pour toi, et en gros, il y avait, moi j'appelle ça Anne-Sophie. Anne-Sophie, c'est une meuf de mon école, il y a longtemps. Anne-Sophie, ou alors Dame Sophie, et en fait, elle ressemble à Athéna. Donc, prenez comme vous voulez. Il y a la déesse Sophie, ou Sophia aussi, qui est la déesse de la sagesse. Enfin, c'est un délire, je crois que de toute façon, c'est le même genre de déesse, ou de être, ou de guide, ou ce que tu veux. Moi, je l'ai appelée, on va dire, Athéna pour l'instant, mais c'est clairement Sophie qui est revenue plusieurs fois dans ma tête. Et ou Dame Sophie. Et donc du coup, Athéna, on va dire, et donc donc Myrte disait à Elsa, Athéna c'est ton guide, mais Myrte n'en savait rien du tout. Myrte, son but c'était de manipuler, ok. Et Elsa se disait putain en plus j'avoue parce que j'ai vu plusieurs fois, je suis tombée sur des vidéos TikTok qui me parlaient du coup d'Athéna, mais j'étais en mode et je suis passée, tu vois. Donc là il y a plusieurs choses qui se passent. Ça, j'en suis rendu compte après dans le rêve, hein, en me réveillant. C'est qu'en fait, l'univers a voulu faire passer à Elsa, déjà dans sa vie concrète, quand elle est réveillée, que Athéna a un vrai truc avec elle, qu'elle a un vrai lien avec elle, pour la faire évoluer, la faire avancer, d'accord? Elsa s'est pas rendu compte, a pas compris le message, ou s'est dit non, quand même, Athéna, faut pas déconner, j'en sais rien, ok? Elle est allée voir quelqu'un, une pote ou que sais-je, qui est donc Myrte, qui lui a dit, mais si, regarde,
enfin pas Messi, mais c'est Athéna, c'est ta guide, oui, oui, c'est ta guide, oui, oui, oui. Alors que Myrthe, elle en savait peut-être rien du tout. Mais qu'en fait, l'univers a manipulé Myrthe pour que Myrthe donne le message à Elsa que oui, c'est bien Athéna. C'est vraiment Athéna, tu vois. Mais Myrthe était un outil de l'univers, mais elle s'en est même pas rendu compte. En fait, elle s'est fait manipuler alors qu'elle-même manipule. Bon, peu importe, c'est un délire. Mais donc du coup, le problème c'est que Elsa à ce moment-là se dit putain, tout s'effondre. Et donc Athéna, c'est vraiment pas ma guide puisque Myrthe est une manipulatrice et une traîtresse, et Myrthe m'a dit que Elsa était ma guide. Donc ça s'effondre. Et moi de mon côté, donc je suis toujours dans le corps de Elsa, on est toujours en communication. Enfin, c'est très particulier parce qu'on se parle pas, mais on ressent l'une et l'autre nos émotions. Et donc moi en même temps, je suis en mode, mais il faut que justement prends le pouvoir, enfin montre, profites-en en fait, voilà, profites-en, ta guide c'est Athéna, utilise son pouvoir, fais appel à elle. Et en même temps, juste après, je ressentais ah ben non, je suis con, c'est Myrthe qui a dit ça et du coup c'est faux. Donc en fait non, Athéna c'est mort. Et en même temps, ça revient à moi et je me dis ben non, je vais te montrer, je vais te prouver que même si Athéna c'est pas notre guide, en fait c'est pas ma guide à moi, mais c'est la guide d'Elsa. Donc même si Athéna c'est pas ma guide, je vais te montrer qu'on peut atteindre son pouvoir et qu'on en a rien à foutre parce qu'on est plus forte que ça. On peut, quand je dis atteindre son pouvoir, c'est qu'on peut se lier à elle, on peut se connecter à elle. C'est pas voler le pouvoir d'Athéna, hein. C'est se connecter à Athéna et lui demander de l'aide en fait. Enfin même pas lui demander de l'aide, c'est l'appeler. Et donc c'est ce qui s'est passé. Et en fait à ce moment-là, on coursait tranquillement. On coursait Myrthe dans une sorte d'escalier en colimaçon qui remontait à la surface. Donc déjà, ça montre aussi qu'elle voulait s'en aller de ce rêve, de ce cauchemar. Hein. Donc on la coursait, sauf que nous, on était en lévitation. Hein. On était en lévitation et on avançait lentement. Et on commençait à avoir une putain d'aura dorée autour de nous. Et je voyais une grosse carte de tarot, mais genre une grosse carte de tarot qui fait la taille d'un humain, d'accord ? Au-dessus de nous, un peu au-dessus de nous et un peu en avant, mais genre pour nous, qui était caché et qui commençait à se retourner. Et c'est là où j'ai vu, du coup, de manière très éblouissante, hein. Pour le coup, il y avait une lumière blanche assez éclatante, blanche un peu jaune, hein, chaleureuse, hein. Assez éclatante, mais douce à la fois. Genre, elle était pas là, genre, on devait pas cligner des yeux, tu vois, on n'était pas blind, mais c'était quelque chose d'assez très éblouissant. Et c'est là où j'ai vu à peu près une forme, du coup, féminine, avec un bouclier, plutôt rond, un bouclier rond, pas énorme, un beau bouclier rond, et une tenue un peu de robe blanche, mais la meuf, c'est pas une princesse, quoi. On est sur quelque chose d'un peu plus... J'ai pas vu d'arme, peut-être qu'elle avait une lance, mais j'en suis pas certaine. Et en fait, ça m'a fait penser donc à la fois à Athéna, donc l'image qu'on a d'Athéna, certes, mais aussi et surtout dans Soul Calibur, donc le jeu sur Xbox, Soul Calibur, je sais pas le combien, il y a Sophia, je crois, Sophie ou Sophia, qui est d'ailleurs, je crois, c'est l'archétype un peu de la déesse Sophie, hein, si j'ai pas de bêtises. Bon, alors elle est en mini-jupe et tout, mais vous voyez un petit peu, elle a son bouclier rond, elle est blonde, aux cheveux carrés ou un peu longs, je sais plus, mi-long. Elle a une tenue un peu blanche, avec une jupette un peu bleu marine et avec un peu de doré. Et ça fait un peu penser à ça aussi. Il y a du blanc, je vois pas de bleu marine, mais il y a quand même cette sensation un peu de bleu et de doré, et ce bouclier, et ce côté blond, potentiellement blonde, ou en tout cas châtain clair. Donc pour moi c'était ça. Et elle a pas un côté énervé, elle a pas un côté guerre, mais elle a quand même un côté, bah visuellement, j'ai quand même un bouclier, mais en même temps j'ai une robe, mais je suis quand même douce et bienveillante, mais en même temps je sais dire stop aussi parce que j'ai quand même une forme de, pas de caractère, mais j'ai un tempérament aussi, bon du coup elle doit avoir un caractère assez spécifique aussi, et une forme de justice aussi. Et donc du coup, donc cette carte-là s'est retournée en voyant donc vraiment illuminée, genre Athéna, mais genre de fou, la lumière sortait de la carte, hein, clairement. Et c'est là où du coup il y a eu appel à Athéna, et la lumière nous a inhibés, comme on dit, nimbés, on a été nimbés de lumière. Et alors là c'était un petit peu compliqué, parce que du coup, j'ai pu lui prouver, enfin on s'est prouvé l'une à l'autre aussi, que du coup elle avait un lien avec Athéna, parce que c'est pas moi j'ai pas de lien, enfin peut-être que si, mais c'est pas ma guide forcément, enfin je peux faire appel à elle, que je peux faire appel à n'importe qui, enfin si elle en a envie, hein, parce que encore une fois, si elle veut pas, elle va pas répondre, hein. Mais tu peux avoir cette connexion en fait, voilà. Et elle l'a particulièrement avec Athéna. Et Athéna, je pense qu'elle voulait qu'elle le sache, elle voulait que Elsa le sache à un moment donné, parce qu'elle avait peut-être un peu ras le cul que Elsa ne le sache pas, donc ça c'est fait. Et ce qui est arrivé ensuite, c'est que j'ai vu, de manière assez zoomée, alors là c'est un peu compliqué, j'ai vu une personne, alors est-ce que c'est Elsa ou pas? Je n'en sais rien. J'ai vu très clairement le 13 octobre 1993, parce que je me suis dit, tiens c'est marrant, c'est une scorpion comme moi, mais en fait non, c'est une balance,
C'est une scorpion comme moi, et elle est née 2 ans, elle est un peu plus jeune que moi, tu vois. Et je me suis rendu compte du double 3 et du double 1. Enfin, le 13, 1993, et le 13 aussi dans les deux, le 13, 1993. Voilà. Donc en fait, j'étais en mode, tiens, c'est dingue, c'est très beau, c'est fort, et c'est fluide, et j'aime bien, et c'est stylé. Et en fait, elle avait sur sa main gauche, qui était vachement zoomée, donc là je voyais vraiment sa main gauche de près. Donc là je parle pas d'Athena, hein. Je parle de soit Elsa, soit encore une autre personne, en tout cas pas de Myrte, ça c'est sûr. Et elle avait un bijou doré, et en fait elle avait 3 anneaux, ou même 5. Je pourrais pas dire. Elle avait quasiment un anneau doré sur chaque doigt, avec une petite chaîne en or qui reliait chaque anneau. Et en fait c'était marqué du coup sur chaque doigt, genre le 1, 9, 9, 3, tu vois. Enfin le 13 octobre 1993. En fait elle avait sa date de naissance, ou son année de naissance, qui était vraiment sur ses bijoux en fait, mais gravé, mais de manière magique, parce que c'était les nombres volaient en fait sur les bijoux presque. Et c'est ultra beau. Et il y avait en même temps une pierre précieuse, donc la labradorite, je crois, enfin une pierre semi-précieuse, hein. Labradorite. Et en fait je crois que Elsa est en mode putain oui, la pierre, je savais que je devais me prendre des pierres pour me protéger, je savais qu'il fallait que je me protège avec des pierres, parce qu'en même temps elle voulait ce genre de pierre, parce qu'elle aime les pierres de protection, en tout cas elle aime l'idée d'une pierre. Et moi ce que je voyais, c'est marrant parce que j'entendais labradorite, mais je voyais une pierre rose pâle qui ressemble beaucoup aux lampes de sel qu'on trouvait pendant un moment donné dans toutes les boutiques. Et en fait elle avait ça, elle avait aussi des bijoux, c'était des gros socles plats en cercle, et dessus il y avait une sorte de grosse pierre, on aurait dit vraiment la pierre de sel, je sais pas comment on appelle ça. Et en me réveillant, je lui ai dit, la par télépathie, on y croit pas, mais on s'en fout. Et je lui ai dit oui, et du coup il y a la labradorite, et je fais mais en fait c'est pas une pierre, en fait c'est pas la labradorite qu'il te faut, c'est enfin qu'il te faut, c'est pas qu'il te faut, mais je crois que ce que j'ai vu c'est pas la labradorite, parce que je crois que c'est noir la labradorite. Ce qu'il te faut c'est la pierre là rose pâle, couleur un peu chair, un petit peu corail aussi, qui ressemble vraiment à un cristal de sel. Et en plus c'était pas du tout rond ou lisse, c'était vraiment un peu comme une lampe de sel quoi, mais bah plus petite quoi, enfin, évidemment. Et en fait ce que je ressentais c'était pas parce qu'elle avait besoin de protection en soi, mais parce qu'en fait elle aimait ça, elle trouvait ça trop beau, et que c'était trop, et en fait il se trouve que ça correspond en tout cas à Athéna ou Dame Sophie ou ce que vous voulez. Et en fait c'est ça, c'est les mêmes couleurs, c'est la même ambiance, c'est du doré lumineux de fou, et en même temps une espèce de pierre vraiment claire et dans ces teintes-là. C'est pour ça que je dis que c'est pas Athéna. Je dois avoir quelqu'un d'autre dans le style, mais c'est pas Athéna pour moi, c'est Dame Sophie ou Dame Sophia. Mais elle ressemble à Athéna pour vraiment pour donner, si jamais vous êtes perdu ou vous comprenez pas ou quoi, on peut dire Athéna, quoi. En tout cas, aussi forte, ça pas de problème. Et donc voilà. Et ça s'est arrêté là-dessus, et là je me suis réveillée. Je crois. À Myrthe, je sais pas ce qui lui est arrivé à Myrthe, mais en tout cas, elle va pas vivre des trucs horribles, hein, juste, bon bah, elle a été contrée, et mais pareil, il y a pas vraiment d'attaque, c'est plus, je pense que c'est plus un message du genre attention, il y a une personne dans ton entourage en vrai, dans la réalité, ça peut être quelqu'un à distance, hein, ça peut être merde, une personne sur TikTok, ou un mec qui commente, ou on s'en fout, tu vois, c'est pas forcément quelqu'un dans son entourage proche, qui du coup a essayé de la mettre un peu à l'envers, et pas forcément avec une énorme trahison de fou, et genre je te prends ton énergie pour que tu meurs, non, je dis, juste une personne qui va te mentir un peu, et qui va te prendre 30 balles, et qui va t'arnaquer. Bah, elle t'a pris de l'énergie, elle t'a arnaqué, elle t'a trahi. Les termes sont là, tu peux sortir la carte du diable, des trahisons et tout, hein, y a pas de problème. C'est pas parce que, enfin, souvent faut pas avoir peur des cartes, genre les cartes elles peuvent te montrer un truc énorme, où tu dis, oh mon dieu, c'est une personne malveillante, horrible et tout, c'est le diable qui est sorti, mais en fait c'est juste Jean-Bob derrière, qui t'a arnaqué de 20 balles, et puis lui après il passe à autre chose, tu vois, bon, voilà, ça en fait pas le diable non plus, mais c'est que, vu les cartes qu'il y a, bah on va pas te dire que c'est un roi de pentacle, ou que c'est un chevalier de, je sais pas moi, de bâton, cavé de bâton. Donc voilà. Et donc du coup c'est aussi peut-être pour ça qu'on lui a dit un petit peu tout doux, effectivement, tout doux, hein, avec les pierres de protection, tout doux avec le fait aussi de vouloir se venger potentiellement et tout doux en fait. Calme-toi vraiment, calme-toi, et regarde que justement là ce qu'on a voulu te montrer c'est pas attention on te manipule, c'est genre oui il y a quelqu'un qui te manipule, fais gaffe, c'est pas pour que tu te venges, mais c'est pour que tu t'en libères, parce qu'en fait, on veut te montrer que t'as du pouvoir en toi, en fait, et que t'as un lien, et que t'as un guide, et que t'as autre chose à montrer, et qu'en fait, c'est trop beau, regarde ça, c'est trop beau, pourquoi tu... Donc juste, en gros, enlève ça, époussette Jean-Bob de la main, vite fait, ou Jean-Bob ou Myrthe, peu importe, et avance. Enfin, avance.
ouvre les yeux, plutôt. Enfin, ouvre les yeux, quoi, là-dessus, sur sur ce don que tu as, ou cette connexion que tu as, ou le fait que tu vaux plus que ce que tu imagines et que tu n'as pas besoin forcément de te soumettre ou d'être en admiration totale, en tout cas, pour des gens qui, derrière, peuvent mal t'orienter, quoi. Ou en tout cas, même si t'orientes mal, c'est pas grave, ça t'apprend, mais aie confiance en toi. En fait, c'est ça, c'est juste aie confiance en toi. C'est pas n'aie pas confiance en autrui, non. C'est plutôt aie confiance en toi. Si tu avais confiance en toi, t'aurais pas vécu ça, ou en tout cas tu l'aurais vécu moins fortement. Voilà. Toujours penser au plus pour soi et pas au moins pour les autres. D'accord? Ça, c'est dernière petite chose, après je tirerai une carte, je pense. Ça me fait penser à un truc assez concret, dommage, on est dans la spiritualité, la partie spirituelle, pardon, et pas la partie esprit, mais c'est pas grave. Il y a un truc qui m'a beaucoup plu, enfin, qui m'a fait beaucoup rire et que je reprends, c'est un exemple que je reprends souvent. Mais il y a 2 ans, je crois, ou 1 an et demi, ma mère en télétravail, du coup, j'habitais chez elle à ce moment-là, et elle me parle du travail, tu vois. Elle était à distance, pas de souci. Et elle me dit, putain, c'est dingue. Il y a, dans l'entreprise où elle travaille, il y a différents étages. En gros, il y a un bâtiment avec genre, je sais pas, on va dire 2 étages. Et en fait, du coup, il y a différents collègues du bureau, tu vois, au premier et au deuxième. Et genre au deuxième, peut-être même 3 étages. Et genre, on va dire qu'au deuxième étage, en fait, à un moment donné, ils ont eu une corbeille de fruits. Ils l'ont demandé, je sais plus moi, à la direction, que sais-je. Et depuis, ils ont une corbeille de fruits frais dans leur salle de repos, tu vois. Payée par la boîte, quoi. Normal. Et nickel. Cool, en vrai, cool. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Les gens du premier et du troisième étage l'ont appris, en y allant ou en discutant, en échangeant, et ils se sont dit, c'est pas normal, parce que nous, on n'a pas de corbeille de fruits. Ok, bon, en vrai, pourquoi pas, ouais. Et donc, du coup, leur action a été d'aller se plaindre, et en gros de dire, bah, vous vous rendez compte? On n'a pas de corbeille de fruits, pourquoi eux, ils en ont une, en fait? Donc non, on est tous pareils, on n'a pas de corbeille, enfin genre, on devrait tous être pareils. Donc en gros, pas de corbeille de fruits pour le second étage. Et oui, il y a vraiment des gens qui ont pensé ça. Je sais pas si ça s'est passé comme ça de manière vraiment officielle et globale, mais en tout cas des gens, littéralement, se sont plaints de ça. Et ont fait en sorte que le deuxième étage, ils ont pas le droit d'avoir plus que les autres, merde à la fin. Vous vous rendez compte? Alors que là, pour moi, ce n'est que mon avis, mais le bon truc, c'est pas de descendre les autres, mais c'est de s'élever. Donc de se dire, mais ah, trop bien, ils ont une corbeille de fruits, donc déjà trop stylé. En plus, c'est des fruits, mais genre trop bien. Et genre, mais moi, en fait, je veux pareil, parce que c'est ça, en fait, hein. Ceux qui se sont plaints, ils sont pas plaints parce qu'il y avait un déséquilibre, parce que vous vous rendez compte, c'est pas juste la balance. Non, ils se sont plaints parce que eux n'ont pas de corbeille de fruits, et donc ils l'ont mal pris. Et donc, du coup, ce que t'es censé faire, normalement, c'est de dire, ben, nous aussi, on aimerait bien une corbeille de fruits, j'avoue, c'est stylé, parce qu'on peut pas en avoir une, mais tant qu'à faire à chaque étage. On prendra le temps qu'il faudra, tu vois, on peut comprendre que ça puisse prendre du temps, mais on aimerait bien, déjà parce que c'est plus équilibré, puis que comme ça, tout le monde a tout ce qui, enfin, a la même chose. Et ensuite, parce que j'avoue que moi, ça me plairait bien, je trouve que ça me ferait du bien de voir ça, et puis ça te donne envie de faire une petite pause, et puis c'est sain, et puis en même temps, ça donne envie de bouger, enfin, tu fais ce que tu veux, tu brodes ou pas, peu importe, mais tu vois le positif qui arrive, et que l'entreprise peut récupérer d'ailleurs. Et en fait, tu évolues, tu montes les gens avec toi, tu montes la société, tu montes tous les employés, tu vois, au lieu de descendre, et qu'en plus, bah, du coup, derrière, bah, le second étage qui apprend qu'il a plus de corbeille de fruits à cause du premier et du troisième étage, autant te dire que l'ambiance va être délétère. Ce qui est quand même pas très logique et intelligent dans une entreprise où les gens sont censés bosser les uns avec les autres, hein, puisque c'est un projet commun. On parle d'une entreprise qui a un but commun, quand même. Donc, enfin, qui a un but, donc du coup, les gens qui travaillent dans une entreprise qui a un but, techniquement, tu bosses pour le but de l'entreprise. Bon, après, le fait est qu'aujourd'hui, voilà. Mais bon, quand même. Du coup, voilà, au lieu de descendre les autres, de dire n'aie pas confiance dans les autres, regarde, tu t'es fait trahir, faut pas que t'aies confiance, plisse les yeux et observe, et voilà. Non, c'est au contraire, pourquoi tu t'es fait trahir, pourquoi tu t'es fait avoir, peut-être parce que tu manques de confiance en toi. Là, pour le coup, t'as pas eu assez confiance en toi. Là, pour le coup, tu ne t'es pas assez aimé. Et du coup, t'as cru quelqu'un d'autre, qui lui s'aime, et t'as voulu être comme lui, tu vois. Ça peut être plein de raisons. Mais donc, du coup, comprends tes manques en toi. Pourquoi t'as eu cette faiblesse-là, entre guillemets. Pourquoi t'as eu cette mauvaise aventure. Et d'où ça peut venir en toi. Mais ça fait un peu écho à mon tirage de cartes de la semaine dernière. Sur Instagram. Le dimanche dernier. Enfin, samedi dernier. Bon, on a bien parlé. Enfin, en tout cas, j'ai bien parlé.
Sur ce, eh bien, semaine prochaine, et puis bonne chance à tous pour cette semaine.